J'ai en fait une intervention en deux temps. Je voudrais vous proposer quelques traits théoriques au départ sur la question de l'adaptation, donc un peu formaliste, un peu conceptuel. Et puis alors l'autre partie sera beaucoup plus illustrative parce que c'est un travail que je mène actuellement en concertation avec des auteurs de BD reportages que j'interroge et que je soumets à certaines questions. Et donc vous aurez une petite partie de ces témoignages sur lesquels je porterai mon jugement. Mais d'abord, vous voyez que le titre est un peu énigmatique. Alors, j'utilise mes propres concepts, je suis désolé, c'était toujours un peu idiot de reprendre ces trucs, mais je crois que ça convient assez bien ici. Et j'ai depuis un certain temps parlé de médiagénie, qu'on peut définir comme ceci, une interpénétration intense et singulière de possibilité d'un média avec un genre, avec un projet narratif dans un contexte donné. Donc, je considère qu'on peut utiliser la métaphore quasiment chimique de réaction entre un projet expressif et une configuration médiatique, un écosystème médiatique, comme aurait dit Bethany tout à l'heure. Alors, on peut dire donc qu'il s'agit d'une... Et là, j'aime bien le choc organique parce que ça me permet de faire le lien avec ce que nous a dit Bernard. Sauf que lui, il le prend organique dans le sens fort du terme. Mais je crois qu'il y a dans la médiagénie un choc organique entre un média et un projet expressif. Donc ça va ensemble. Alors, donc en fait, il faut, si je le dis très simplement, il y a ce que le média favorise, mais il y a aussi ce qu'il autorise. Ce n'est pas forcément la même chose. Ou si je le dis encore plus platement, il y a ce qu'un média fait mieux que ses collègues médiatiques. C'est dans ce sens-là que j'entends donc la médiagénie. Mais alors, vous voyez que j'ai aussi proposé, je propose ici un autre terme qui serait l'adaptogénie. En fait, l'adaptogénie, c'est plutôt à l'autre extrême, dans un continuum, que la médiagénie. C'est-à-dire que c'est une faculté adaptative d'un genre, ici je vais parler d'un genre, disons le reportage, mais aussi ça pourrait être d'un texte. Et donc je vais m'interroger sur la question de l'adaptogénie du reportage dans un site médiatique où on ne le voit pas souvent, on ne l'a pas vu souvent jusqu'il y a peu, c'est-à-dire la bande dessinée. Alors si je relis ça avec les concepts que nous étudions dans le cadre de ce colloque, on pourrait dire que la transmédialité ou l'adaptogénie est nomade, si je prends un vocabulaire un peu deleuzien, alors que la médiagénie est sédentaire. Elle s'accroche aux spécificités, aux singularités à l'écosystème d'un média particulier. Voilà un peu le cadre dans lequel je me situe. Alors, il s'agira de savoir donc si on peut accoutumer un genre, là je reprends encore la métaphore biologique, disons, à un autre environnement médiatique. On est presque dans l'adaptation dans le sens de Rostand, c'est-à-dire la consonance biologique. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai travaillé l'adaptation à partir de 5 critères que j'aurai sûrement pas le temps de développer, qui est l'intensité, l'amplitude, l'encombrement, l'intentionnalité et l'orientation médiatique. Je vais me contenter du premier ici, de l'intensité adaptative. Et pour cela, je vais aller voir, c'est toujours intéressant d'aller voir dans les vieux lexiques de cinéma, etc. Ici, c'est un auteur qui s'appelle Jean Giraud, qui a travaillé sur une proposition dans les années 50 d'un lexique de cinéma, et regardez ce qu'il dit à l'entrée adaptation. Cette définition ne s'applique qu'en partie à ce qu'il est convenu d'appeler à l'adaptation cinématographique. Un arrangement suffit à faire d'un roman une pièce de théâtre. La mise à l'écran exige, par d'autres moyens d'expression, une refonte complète. Et il ajoute, car il ne s'agit plus d'un simple changement de catégorie littéraire, mais de réécrire pour le cinéma. Bon, vous voyez, c'était un point de vue très littérocentré, bien sûr, puisqu'il considère le théâtre comme une émanation de l'acte littéraire. Mais ce qui est intéressant ici, c'est l'idée de refonte complète. C'est ce que j'appelle l'intensité adaptative, c'est-à-dire l'effort adaptationnel nécessaire pour accoutumer un genre donné, puisque je vais parler de reportage, dans un autre site médiatique. Donc, soit ce continuum, évidemment beaucoup trop simple, il faut nuancer, mais je n'ai pas le temps de le faire ici, entre la médiagénie, c'est-à-dire une rencontre heureuse et réussie et intense entre une physionomie médiatique et un projet expressif, et à l'autre extrême, l'adaptogénie, c'est-à-dire une faculté de migrer d'un média à l'autre, donc plutôt transmédial.
Donc la question de l'intensité, ça veut dire qu'on doit s'interroger sur l'intensité qu'il faut mobiliser pour que le reportage puisse s'adapter dans différents médias, si on pose la question en général, et en particulier, comment peut-il s'adapter en bande dessinée? C'est ça la question que je vais poser dans le temps qui me reste. Donc peut-on attendre une médiaginie du reportage en bande dessinée? C'est la question. Soit une interaction singulière entre un projet de reportage et les spécificités expressives de la bande dessinée. Alors, c'est intéressant de se poser la question en bande dessinée parce que je vous disais, jusqu'il y a peu, la bande dessinée était considérée comme un média très peu apte à accueillir du reportage. Pas fait pour ça. Et donc, c'est toujours intéressant de se poser pourquoi on considère que ce n'était pas fait pour ça, justement. Donc, quelles étaient ces résistances adaptatives du reportage en BD? Alors, là, on pourrait voir beaucoup de raisons. Je parlerai tout à l'heure de la question de la temporalité, parce que le reportage aujourd'hui, avec l'audiovisuel et le numérique surtout, et les nouveaux médias, est vraiment en prise avec ce qu'on appelle le temps réel. Et donc, ce décalage temporel inhérent à la bande dessinée ne convient guère dans cette logique temporelle, mais elle a d'autres qualités sur lesquelles je reviendrai. Mais il y a aussi la question de la réputation, puisque vous savez que chaque média a son image de marque, si je puis dire, et donc elle charrie avec lui une sorte de réputation. Et la réputation de la bande dessinée est bien résumée ici par Gottlieb. Il est cet auteur de bande dessinée très imbu de lui-même, et son observateur qui lui dit « Ah oui, les petits beaux hommes qui gigotent, la boum, paf, pouf ». Donc évidemment, c'est une manière de dégonfler l'aura de la bande dessinée qui est encore très fort ancrée dans les mentalités. C'est-à-dire que c'est un média qui n'est pas encore toujours pris au sérieux. Et donc qui ne peut pas faire de l'histoire, qui ne peut pas faire facilement du reportage. Ce serait ce qu'on pourrait appeler une idée reçue d'incompatibilité dignitaire, d'une certaine manière, qui d'ailleurs n'est pas sans lien du côté diégétique avec l'image du journaliste en bande dessinée. Vous savez qu'il y a beaucoup de héros, surtout dans la bande dessinée classique, qui sont reporters, justement, mais ce sont des reporters qui ne travaillent pas. Par exemple, Tintin, c'est le seul moment où on voit Tintin faire un article. Et c'est au Tintin au pays des Soviets, donc c'est très vieux. Après, on ne va plus jamais écrire. C'est le seul moment, donc il faut en profiter. Donc cette idée de journaliste introuvable fait partie aussi de la réputation. Alors ce que je voudrais défendre très rapidement, c'est qu'il me semble que la bande dessinée offre l'opportunité justement d'un redéploiement du reportage, malgré et grâce à un de ces principes moteurs, et je vais beaucoup vous parler de la graphiation, qui est cette idée que ce qui est fondateur en bande dessinée, c'est le fait qu'il y a une interprétation graphique qui se dissocie de la monstration. Donc, il y a une énonciation graphique que je préfère appeler graphiation pour la dissocier justement simplement d'un phénomène énonciatif classique. Alors, c'est donc la question que je vais poser à partir de reportage. Alors, on pourrait s'interroger, mais là je vais passer un peu rapidement sur... Aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'il y a un phénomène de BD reportage qui a pignon sur rue, qui commence à avoir ses lettres de noblesse, qui est pratiqué largement. Il a des revues, dont je parlerai tout à l'heure. Et donc, pourquoi est-ce apparu aujourd'hui, ce BD reportage? On pourrait voir plusieurs raisons. L'épuisement du journalisme classique, une sorte de saturation du photoréalisme classique aussi, la suspicion à l'égard des journalistes, mais aussi d'autres phénomènes, notamment du côté de la bande dessinée. Certains parlent d'un certain essoufflement de la vitalité éditoriale et créative de la BD contemporaine. Donc tout ça fait partie de conditions favorables, bien sûr, qu'il serait intéressant d'observer de plus près. Je ne fais que les esquisser ici. Mais ce qui est surtout intéressant de voir, c'est que les capacités de la bande dessinée s'inscrivent bien dans une perspective, ce que les Américains appellent le New Journalism, ou le nouveau journalisme, c'est-à-dire un journalisme du doute qui s'oppose nettement à une forme d'idéologie de l'objectivité. Enfin, c'est une autre idéologie si on veut analyser vraiment, mais disons, il faut privilégier le doute. Et ça se manifeste par exemple, vous voyez ici, comme on lit, qui travaille beaucoup sur le documentaire, mais ça vaut pour cette critique du journalisme, donc une forme de refus de la position de surplomb, où il dit les journalistes ne sont plus en position surplombante, ils ne manipulent plus les informations, ils en sont plutôt les jouets.
ils ne trouvent pas, ils cherchent, ils ne savent pas, ils doutent. Ça, c'est tout à fait spécifique de cette physionomie, de cette idéologie du doute qui est au cœur du nouveau journalisme. Et ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer que ça correspond très très bien, de manière médiagénique, au potentiel de la bande dessinée, précisément. Regardez ce que dit Joe Sacco, qui est un des grands auteurs américains de BD reportage. Il dit ceci: je crois sincèrement au point de vue subjectif, je trouve que le journalisme américain traditionnel, qui prétend être objectif, est souvent plat et non engagé. Il fait d'immenses contorsions pour faire en sorte que les deux parties soient les plus équilibrées possible. Je défends l'honnêteté dans la subjectivité. Donc, autrement dit, non pas l'objectivité, bien sûr, mais la subjectivité, pour autant qu'on l'annonce comme telle. Donc, une subjectivité assumée. C'est tout à fait symptomatique de cette forme de nouveau journalisme. Qui rejoint d'ailleurs la question de ce qu'on pourrait appeler la critique du journalisme dans cette préférence médiatique, et notamment la vieille opposition entre captation qui traverse le 19e siècle, déjà captation photographique ou interprétation graphique. On connaît bien ça. Avec par exemple le petit journal ici, il travaille beaucoup la force illustrative du dessin. Et on pourrait voir aussi, à travers ce renouveau du BD reportage, disons la tradition, une filiation en termes de séries culturelles, ce que j'appelle la mémoire des séries culturelles, avec le classique du carnet de voyage. Par exemple, si vous prenez le travail de Ferrandez, qui fait du BD reportage aujourd'hui, il pratique aussi par ailleurs le carnet de voyage dans la pure tradition, dans la pure filiation de ce qu'ont fait des gens comme Delacroix. Vous voyez, il n'y a presque pas de différence. Ça c'est Ferrandez, ça c'est Delacroix, Eugène Delacroix, dans ses carnets de voyage, 19e siècle, ici aussi, et qui quelquefois se radicalisait en des œuvres plus picturales. Mais donc c'est intéressant de voir cette tradition, et Hugo aussi bien sûr a été dans cette pratique-là, notamment autour de ce qui est devenu, après sa mort, son recueil Choses vues. Hugo a associé aussi des dessins de ses voyages, qui sont très intéressants à revoir. Regardez par exemple celui-ci, ou ceci. Alors, c'est très intéressant quand on parle de subjectivité assumée, parce que ce dessin qui correspond à un paysage observé par Hugo, avec une technique très sophistiquée, d'ailleurs au lavis, à la gouache, etc., encre brune et compagnie, s'appelle carrément Ma destinée. Donc, on voit ici la fusion subjective entre le parcours individuel, donc subjectivité assumée, et quelque chose qui est vu en même temps. Et on va voir que cette dimension-là, l'interpénétration du subjectif et de l'interprétation du monde, est au cœur justement du projet de subjectivité assumée de la bande dessinée de reportage. Alors, il y avait quelques prédécesseurs, là je passe rapidement, mais des gens comme Jean Telet, du temps des années 80, autour du magazine À Suivre, avaient déjà pratiqué à sa manière le BD reportage. Ici, vous voyez une immersion du côté de Charleville-Mézières en recherche de la jambe de Rimbaud. Oui, mais mélange d'ailleurs hybridé de photographie et de dessin, avec cette configuration particulière. Donc là, on peut considérer que Jean Telet avait déjà, d'une certaine manière, pratiqué le BD reportage. Alors, je vous le disais tout à l'heure, ce qui est intéressant en termes de temporalité, de gestion, de compréhension du temps, c'est que le BD reportage nous donne, je crois, une bonne critique de ce fameux en temps réel dont on parle beaucoup et qui est un peu inscrit au cœur de la mythologie du numérique contemporain. Même tous les adolescents du monde parlent de « on va faire ça en temps réel ». Et ce qui est intéressant, c'est que ce temps réel correspond donc à une mythologie, je vous disais, qui n'est pas éloignée, par exemple, de la mythologie du GoPro, sur laquelle je travaille par ailleurs, cette caméra qui permet à la fois de faire une performance, on est en train de performer, c'est immédiatement capté et c'est presque immédiatement transmis. Donc ceux qui s'intéressent à la narratologie ricoeurienne, c'est une sorte d'écrasement des trois mimésis, c'est-à-dire on est dans le temps réel, dans le temps configuré, dans le temps transmis en même temps, de manière compactée, ce qui pose de nouvelles questions narratologiques par ailleurs. Mais ça va évidemment avec cette idée de d'illusion d'immédiateté, du sans délai. Et notez au passage aussi
que quand on dit en temps réel, il y a une joyeuse confusion entre le temps actuel. C'est plutôt du temps actuel plutôt que le temps réel. Bon, c'est une autre question. Mais je crois que cette question-là, en tout cas, est au cœur du projet du BD reportage, donc cette critique de l'en-temps réel. Et si on y réfléchit un peu, si on revient sur le mot reportage lui-même, c'est bien sûr rapporter le monde, mais on pourrait presque faire un jeu de mots sur le terme de reporter le monde, c'est-à-dire mettre une distance. Et je crois que c'est ce qu'apporte la bande dessinée de reportage, c'est qu'elle permet d'avoir une distance, de refuser justement ce en temps réel et de réintroduire un décalage qui se correspondrait justement à cette idée de reporter le monde, de remettre à plus tard, s'imposer un décalage, une césure. Et je crois que c'est quelque chose de très salutaire dans la course à l'événement actuel. Et cette opportunité-là est rendue possible par la bande dessinée de reportage. Donc reporter, décaler, prendre le temps d'une configuration dessinée comme moyen de reconstruire le monde, etc. Donc, je crois que c'est une revisitation du mot reportage dans le sens reporter des choses. Et d'ailleurs, c'est le projet de ce collectif, Un regard sur le monde, quand les auteurs de bande dessinée délaissent le confort de leur atelier pour devenir témoins de la condition humaine, avec quelques auteurs célèbres en BD reportage. C'est tout à fait le projet qu'ils ont, comme le projet d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez cette revue, qui marche très bien en termes de vente, qui s'appelle La Revue Dessinée, qui est basée à Lyon en France, et qui propose des reportages dessinés justement, avec cette idée de décalage justement. Vous voyez une de cette revue dessinée, on trouve vous voyez, des sujets très divers, mais qui sont chaque fois marqués par la volonté d'aller voir plus loin et de prendre le temps de prendre le décalage nécessaire. Idem pour le magazine belge qui s'appelle 24 heures 1, tout se joue dans le 0-1, pas 24 heures, mais 24 heures 1, donc cette idée de décalage est déjà dans le titre. Donc, ça veut dire aussi que si vous prenez ce qu'en disait Patrick de Saint-Exupéry, qui dirige la revue 21, qui travaille en partie sur la bande dessinée de reportage, il disait ceci, le BD reportage ne traite pas de l'actualité, elle s'inscrit, bon, la BD de reportage s'inscrit dans une autre temporalité et ne s'attache pas à l'écume événementielle. Donc on est dans cette même idée de prendre le décalage. C'est ce que fait exactement Joe Sacco dans ses reportages, où il prend le temps d'aller sur le terrain, mais de traduire, d'interpréter par son crayon, comme il le dit lui-même. Il ajoute d'ailleurs, je pense que la BD peut directement emmener le lecteur dans un lieu et un temps X en recréant l'atmosphère d'une situation. Elle permet également, sans en avoir l'air, de faire des allers-retours entre passé et présent. Et c'est là qu'on retrouve justement l'intérêt de cette notion de graphiation, enfin, pas de la notion, mais de ce qu'elle implique réellement, c'est-à-dire que la graphiation, dès lors qu'elle est immédiatement marquée par le sceau de l'imaginaire, puisque c'est toujours déjà de l'interprétation, tout dessin est toujours déjà de l'interprétation, on est évidemment déjà dans cette part de subjectivité assumée, mais dès le signifiant, si je puis dire. Dans la matière même de l'expression, on est déjà dans l'engagement subjectif, qui est revendiqué dans cette idéologie du nouveau journalisme, justement. Et Joe Sacco, justement, dans la citation dont je vous parlais, dit le crayon est une arme discrète et redoutable qui dit la vérité en interprétant. Ça, c'est tout à fait symptomatique. La vérité ne peut être accessible que par l'interprétation. Et le dessin est une forme d'interprétation radicale au cœur de l'expression, et donc on est immédiatement dans cette idéologie-là. C'est ça l'avantage. Alors, toujours Joe Sacco, qui m'a beaucoup inspiré aujourd'hui, un journaliste va écrire dans un article « Les rues de Gaza sont très boueuses, mais combien de fois peut-il l'écrire ?» Il le fait d'ailleurs, regardez, journaliste dans les rues de Gaza, et il ajoute « Alors que je peux les montrer en permanence à l'arrière-plan, et elles collent à l'esprit du lecteur, comme elles ont collé à mes chaussures. » Donc, cette idée de spécificité de l'expression en bande dessinée. Un autre auteur sur lequel, avec qui je travaille beaucoup actuellement, qui s'appelle Emmanuel Lepage, que je vous recommande d'ailleurs s'il fait des choses intéressantes pour
en BD reportage. Il dit, pour moi, le dessin réaliste, c'est à la fois une éthique, une discipline, une présence à tous les instants, un regard qui s'aiguise. Et il a fait d'ailleurs, chez Futuron, un reportage sur des sites. Il était à Fukushima, mais il était aussi à Tchernobyl. C'est un grand bouquin où il raconte ce qu'il a vu à Tchernobyl, notamment ce curieux paradoxe écologique que la nature ne s'est apparemment jamais aussi bien portée que dans l'entourage à peu près immédiat de la centrale. Donc il va à l'encontre de ce constat-là dans ce printemps à Tchernobyl. Vous voyez le dessin en acte. Alors, ça veut dire qu'avec cette idée de graphiation, donc on a déjà la présence d'un médiateur qui est inscrit dans la chair du projet expressif. Hein, et donc on a cet effet de signature qui est incrusté d'une certaine manière. Ça veut dire aussi que la monstration du monde fusionne avec son interprétation. C'est ce qui est intéressant. Il y a donc un jeu qui s'exprime comme tel, un jeu qui filtre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que d'une certaine manière, il y a une forme d'ontologisation de la subjectivité honnête que revendique le nouveau journalisme, puisque ontologisation dans le sens où c'est la matière même de l'expression qui porte d'abord cette subjectivité par l'interprétation graphique, par la graphiation. C'est ce qu'on voit ici, par exemple, on laisse une planche de Lepage dans l'environnement immédiat de Tchernobyl. La ville abandonnée. Oui. Ah, mince. Ok. Et donc, c'est aussi le dessin, hein, comme peut être considéré non pas simplement comme un travail de travail,